bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'Insta United Foot. Vous êtes bien installé sur votre canapé ou dans votre voiture sur la fréquence 97.6 United Radio et en simultané sur les chaînes YouTube et Twitch de l'Insta N. On va avancer sur cette spéciale Coupe du Monde. Les matchs s'égrènent petit à petit. On a fait 62 jours de compétition. On n'a pas encore fini la deuxième journée. C'est quand même... c'est l'avantage du Coupe du Monde à 48. On va en parler. Il a pris la parole pour commencer. L'homme qui met des chemises plus exceptionnelles les semaines les unes que les autres. Julien Holzer avec nous, bravo déjà. Je vais décrire la chemise pour celles et ceux qui nous écoutent à radio. Laisse-moi le jingle, Père Ahmad. Il y a le jingle. C'est moi qui n'ai pas mes écouteurs, je vais les mettre. Non, je n'entends pas, j'ai pas de retour. Mais bon, c'est pas grave. Il m'a pas mis de retour. Voilà, on écoute ça, vous êtes bien, ce générique magnifique de notre ami CJ. Voilà ce générique. On va décrire la chemise de Julien. Alors, ce sont des motifs tête de mort qui font penser un peu à l'ambiance mexicaine, en mode bande dessinée. Je t'avoue que je suis assez perplexe, mais je t'accueille quand même les bras ouverts de cette émission. Je rends toujours hommage au sapeur congolais. Je me surpasse, tu le sais. La négligence, c'est l'habillement du diable. Bravo. C'est beau ça. Bravo, c'est beau. C'est beau de t'avoir, Enzo Bonalana avec nous. Salut Enzo, comment tu vas? Merci Nordine, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Enzo, journaliste Maritima, Radio Maritima et entraîneur, éducateur de football à l'USPEG, au club Exactement. de l'USPEG à Marseille, Enzo. Donc là, tu es dans quelle période de ta saison? Tournoi, détection, on en est où là? Tournoi, détection, on vient de partir en Bretagne, là, on a passé 4 jours en Bretagne avec les petits et là, période de détection. Les joueurs qui partent, les joueurs qui arrivent, voilà, une période un petit peu que j'aime pas, mais c'est vrai qu'on est sur la pire période dans les clubs de foot amateurs parce que tu as à la fois beaucoup d'entraînement, tu fais les brassages, donc tu dois réfléchir quelle équipe tu vas faire pour l'année prochaine. Et t'as les tournois où, bon, c'est des souvenirs incroyables, mais c'est en termes d'énergie, il faut donner quoi. Ah ouais, énergie. En plus, là, en ce moment, il fait chaud, donc tu as surtout certains endroits où tu n'as pas d'ombre, tu n'as que le soleil. Bon, c'est plaisant, hein, attention, hein, mais c'est sûr que et également la période des détections, c'est une période que j'aime pas du tout, parce qu'en plus de ça, les joueurs de maintenant, et à chaque fois qu'ils voient certaines équipes, certains clubs, ils partent en courant. C'est plus comme avant où il y avait vraiment cette valeur de rester avec ses collègues, tu veux de dire s'amuser. Que le foot business a tué le foot amateur? Peut-être pas business, mais les parents derrière. Enfin bref, c'est notre débat, mais voilà, c'est il y a un peu plus bientôt de les pression. vacances. Et puis c'est compliqué pour toi aussi parce que tu vas bientôt passer en mode Wimbledon là. Tu vas aller taper un petit peu des balles. C'est vrai qu'à J'y suis déjà. À 16 heures perdues, Enzo Bonalana joue au tennis. Exactement. Donc j'ai vu une photo avec une raquette, qui sait qui m'envoie ça, qui truc, et je vois que c'est bien moi. C'est toi, Enzo. Donc ça va, le niveau de jeu? Nickel, écoute, on se fait plaisir. On est avec revers à une main, deux mains? Une main. Oh, ah ouais. Non, mais attention, c'est Stan Bonalana, non. Richard Bonalana. Ça serait. Coup droit, il n'y a pas de problème. Service, il n'y a pas de problème. Mais revers. Revers, c'est il le Laval une fois sur deux. Ouais. Exactement. Je viens de dire, je t'ai présenté. J'ai présenté ton style vestimentaire pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Mais par contre, j'ai oublié de mentionner que tu es journaliste en freelance. À mes heures perdues, ouais, ça peut m'arriver d'être journaliste de temps en temps aussi. J'ai une carte de presse et de temps en temps, il me sert à quelque chose. Outre le fait d'être mannequin chez Zara, je suis aussi journaliste. Ça peut arriver. Voilà, Zara, Cedio, H&M, toute la clique. Absolument, ouais, c'est parce vrai. que si Zara après. Chine, ce que tu veux. Un jour, on sera sponsorisé par Zara et on dira que Zara. C'est vrai, voilà, absolument. Ou H&M, et ça sera beau. Bon, on va avancer dans cette émission. N'hésitez pas à nous appeler pour celles et ceux qui nous écoutent en radio. Peut-être un peu, mais attention. Mais attention. 04 91 67 10 48. Je vais répéter 04 91 67 10 48 pour participer au débat avec nous sur United Radio sur cette émission spéciale Coupe du Monde. Va rentrer dans le premier débat. C'est parti pour la partie. Ouais, pas de répétition, c'est bien. Let's go. C'est quoi le débat? On va mettre les pieds dans les plats. Voilà. On sent que tu l'as préparé ton émission, toi. Mais le pire, c'est pas arrivé un quart d'heure avant. Je te jure, c'est que c'est celle que j'ai le plus préparée. Et là, on est sur un festival. Si Belmel Karbadji, notre ami, nous regarde ou nous écoute, il va faire une compile de mes fourchages là, de ma langue qui va à droite à gauche. Il va se régaler. Belmel Karbadji. Tu fais pas ça sous les Diawara. Moi je dis rien, j'aime bien tout le monde. Moi je suis We Are the World, We Are the Children. C'est quoi, il a commencé à être bon le jour où il retourne en boîte. Moi, il faut que tu arrêtes de préparer les émissions. Oui, à l'époque de... quand il était joueur de foot. Oui. Quand il était joueur de foot. Oui. Dembélé peut-il prendre... mais c'est incroyable, on va la refaire. Partie 1, c'est quoi le débat? Dembélé peut-il perdre sa place en équipe de France en cas de contre-performance ce soir
contre cette équipe d'Irak. Est-ce qu'Ousmane Dembélé peut perdre sa place? Je vais poser la question à Enzo. J'ai pas ton avis encore, Enzo, sur la question. Toi, Julien, j'ai un peu ton avis sur la durée du tournoi, sur comment ça va se dérouler. Mais toi, Enzo, voilà, quand on prend le premier match de l'équipe de France, on a le calendrier. Déjà, on a le calendrier de tous les matchs qui vont se dérouler. On a ce soir donc l'Argentine face à l'Autriche, ça commence dans quelques minutes. On a également la France face à l'Irak, la Norvège qui va jouer cette nuit face au Sénégal, et on a ce match entre la Jordanie et l'Algérie qui concerne la poule J. Attention pour les Algériens après la défaite face à l'Argentine. On revient sur l'équipe de France avec Ousmane Dembélé, le débat. Enzo, je vais te laisser ton avis. Après, on va dire la compo probable de l'équipe de France avec les infos un peu qu'on a. Donc toi, est-ce que Dembélé, en cas de contre-performance, peut perdre sa place en équipe de France? Moi, j'y crois pas du tout, mais vraiment pas du tout, parce que certes contre le Sénégal sur le premier match, on peut dire que sur ce devant, ça a été celui qui a été le plus en dessous, parce que Mbappé a mis doublé, Olysée a été stratosphérique, ça a été le meilleur, et Doué, le moins que l'on puisse dire, c'est que certes, il n'a pas réussi grand chose, mais au moins il a tenté des choses. Moins bon que Doué, Dembélé? Moi, je l'ai trouvé moins bon que Doué. Ouais. Non, vas-y. Moi je l'ai trouvé moins bon que Doué. Et Barcola parce qu'il rentre et il marque. Oui. Mais voilà, après c'est vrai que j'en veux pas du tout à Dembélé, parce qu'il est dans une position où il n'a pas l'habitude de jouer malgré tout maintenant, parce qu'au Paris Saint-Germain, c'est véritable un numéro 9. Là, on sait que le numéro 9, c'est Kylian Mbappé, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, qu'il marque pas. Ça sera Mbappé quoi qu'il en soit, et je pense que Didier Deschamps, et en plus avec son doublé, il n'enlèvera pas Kylian Mbappé. Mais pour moi, Dembélé, il va rester sur le terrain, parce qu'il est capable à n'importe quel moment de mettre le ballon dans le but adverse. Il est capable d'éliminer des joueurs. Certes, il n'a pas été bon contre le Sénégal. On ne va pas porter des conclusions hâtives sur le premier match. Comme je disais tout à l'heure en off, les meilleures équipes au début de la compétition ne sont pas forcément les meilleures et celles qui vont le plus loin. Et je pense qu'en termes de joueurs, c'est pareil. Peut-être que les joueurs qui sont moins bons en début de compétition, eux aussi, il faut qu'ils s'acclimatent un petit peu. Ils vont monter crescendo. Et on espère que Dembélé, ça va être ce type de joueur-là. Quand tu me dis que Dembélé ne sortira pas de l'équipe, t'es dans la tête de Didier Deschamps ou c'est ton avis? Je suis dans la tête de Didier Deschamps. Après, et c'est mon avis un petit peu. Bien sûr, c'est la question. Donc, bien sûr, mais sur ça. Mais si tu me poses véritablement, si c'est moi le sélectionneur, bien sûr que je me pose la question et je me dis pourquoi pas mettre Cherki derrière Mbappé et Olysée sur le côté, pourquoi pas mettre Barcola ou Barcola ou Doué sur le côté gauche. Mais quand on pratique le Didier Deschamps depuis des années, Dembélé sortira pas. Est-ce que tu es d'accord avec cette lecture, Benjamin? Est-ce que Benjamin, c'est Julien. Mais non, c'est les prénoms. On t'en veut pas, parce que pour ceux qui nous écoutent, déjà un gros coup de chapeau, parce que tu bosses énormément. Merci donc beaucoup. Bravo, et c'est normal que des fois il y a de la fatigue. Merci beaucoup Enzo, tu vois, à te reposer de temps en temps, Chérif. Chérif, il a dit. Beaucoup. Mais c'est vrai que je dors plus en ce moment. Non mais est-ce que tu es d'accord avec la lecture d'Enzo, Julien, qui dit pour lui que Dembélé, en fait, Dembélé sortira pas de l'équipe, c'est du Deschamps? Alors le Deschamps, je sais pas si tu es dans la tête de Deschamps ou pas, mais si on prend le Deschamps de 2018, notamment lors du premier match face à l'Australie, il a quand même revu ses plans assez rapidement et l'équipe derrière n'a pas changé. Mais est-ce que parce que c'était un joueur qui était en dessous ou un collectif qui n'était pas structuré? Peu importe, le résultat c'est qu'il a changé. On se rappelle souvent des équipes qui gagnent, on se rappelle pas de la manière de jouer, on se rappelle pas de, tu vois. Et là pour le coup de Dembélé, la réalité c'est que même si ça le dit pas vraiment, parce qu'il fait que 3-4 changements, mais entre guillemets c'est son match des coiffeurs. Ou en tout cas là où il a des changements, c'est là où il a peu de certitude. Notamment pour Lucas Digne, sans dévoiler la suite de l'émission. Tu veux que la tu vas dire, on la donne au moins on peut débattre sur ça. Justement, la compo probable de l'équipe de France demain. Donc 3 changements que ferait le sélectionneur Didier Deschamps. Ce soir le match. Ce soir, on va y arriver. Il finira demain. Mais il finira demain, c'est vrai. Mike Maignan dans les buts, William Saliba et Upamecano dans l'axe, ça ne change pas. Lucas Digne qui prend la place d'Hernandez à gauche, Jules Koundé, un milieu, un double pivot avec Manu Koné, Adrien Rabiot et cette attaque à 4, on va dire, avec Bradley Barcola, Olysée en position de numéro 10, comme il a fait en deuxième période, Ousmane Dembélé à droite et Kylian Mbappé dans l'axe. Donc la composition probable de l'équipe de France. Julien, tu parlais justement des changements de Didier Deschamps, donc pour lui il change, mais il ne changera pas Dembélé. Tu connais ma position là-dessus, Enzo, si tu la connais. Non, mais est-ce que déjà répond à la question, est-ce qu'il peut perdre sa place, Dembélé, en cas de mauvaise performance ce soir? Quand tu vois le niveau de il est pas bon, il sort, il ne joue pas contre la Norvège. Il est remplaçant. Si tu es à 6 points, que la Norvège est à 6 points, c'est pas sûr qu'il joue.
Et tout dépend de l'animation offensive. Est-ce que tu vas prendre le risque? Non, mais l'idée c'est, après ce match-là, si Dembélé n'est pas bon, est-ce que match important, Dembélé rejoue? Je suis pas sûr. À minima sur un match, et le match en question peut dicter la suite de la compétition. C'est-à-dire donc en gros, il a les 2 jokers pour toi. Ouais, joker ce soir, joker prochain et... s'il n'arrive pas à être bon face à l'Irak, ça risque d'être quand même compliqué. Mais on parle du double ballon d'or qui sort à la 70e minute de jeu. Double ballon d'or déjà double vainqueur de la Ligue des Champions, j'anticipe. T'imagines le mec qui lui donne le ballon d'or. Tu lui donnes cher. Ballon d'or, tu fais pas une AVC toi aussi à ce moment-là. Parce que tu n'as pas le bras droit qui est en train de... Attends, tu n'as pas la main qui est... On va toucher. C'est le bras droit, le gauche c'est pas celui-là, c'est l'infarctus. Les deux, je touche les deux, je touche les deux, c'est bon. On est bien. Non, est-ce qu'il va sortir de l'équipe ou pas? Moi, j'y crois pas du tout. Moi, honnêtement, j'y crois pas du tout, puisque Dembélé, c'est un joueur titulaire, surtout en équipe de France. Il n'a pas sa place en équipe de France. Il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place en équipe de France par rapport au système de jeu et par rapport. Oui, le 11. Oui, quand je dis en équipe de France, je précise. Enfin, tu précises pour moi. Le système de jeu, c'est Kylian Mbappé. Et qui a les épaules pour prendre sa place? Olysée. Et après? Cherki a les épaules pour être titulaire en équipe de France. J'interromps rapidement, je vous laisse débattre, mais Olysée va jouer dans l'axe. Ah oui. Donc Olysée, le débat, c'est pas. Je me c'est de savoir qui peut jouer à droite. C'est pas Dembélé, Olysée, ça va être Dembélé avec Doué ou Barcola en fonction des. Mais le débat, c'est surtout qui peut jouer à droite. Mais moi, à part Ousmane Dembélé, je ne vois pas qui peut avoir l'expérience de jouer sur ce couloir droit, d'être impactant et de répondre aux attentes de Deschamps. C'est le seul truc qui le sauve parce que Deschamps, et je rends hommage à Chérif en disant ça, Deschamps c'est un videur de boîte, il l'a que pour les habitués, mais il laisse pas la place aux autres. On va dire que ce qui peut un petit peu sauver Dembélé, c'est qu'il a de l'expérience en équipe de France. Le problème, c'est qu'il surperforme, ou il performe en tout cas depuis 2 ans, à un poste qu'il n'aura jamais en équipe de France parce qu'il est dévoué à Kylian Mbappé. Sur le côté gauche, ça peut alterner avec ses coéquipiers au PSG, Barcola ou Doué. À droite, pour l'instant, on est parti sur Olysée, mais on se rend bien compte que lorsqu'il a été remis en position de numéro 10... Il restera en 10, moi. Olysée. Oui. Ah oui. Il restera dans l'axe. Le problème, c'est que Dembélé à droite, il n'a jamais strictement rien fait en équipe de France. On peut dire ce qu'on en veut. Tu peux me sortir un match ou 2 où il a été bon. Et après, attention, je fais entre guillemets, je défends Dembélé. J'essaie de. Tu défends l'idée que Deschamps va garder Dembélé. De le mettre titulaire. Moi, c'est pas un joueur que j'affectionne, Ousmane Dembélé. Je trouve que c'est un joueur vraiment qui est surcoté pour moi et que son ballon d'or, certes, il mérite parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, mais dans les moments importants, il n'a jamais répondu véritablement aux attentes. Il n'a jamais porté son équipe. Pour moi, un ballon d'or, il doit porter son équipe dans les moments importants. Mais Hakimi, ou Vitinha, ou João Neves. Après, ça, c'est un autre débat. Mais pour moi, voilà, Dembélé. Et après, comme je disais tout à l'heure, même si c'est pas un joueur que j'affectionne, à n'importe quel moment, il peut te décanter une situation. Il a de la complicité avec Olysée, il a de la complicité avec Kylian Mbappé. Et on sait que Didier Deschamps, il veut tenir son groupe. Tu disais, Chérif disait la dernière fois, c'est un videur de boîte. Va gérer le cas Dembélé s'il est sur le banc. Sachant que c'est un des meilleurs amis à Kylian Mbappé. Je veux dire, après, il se met aussi peut-être dans la difficulté de Didier Deschamps. Mais sauf que tu préfères mettre Dembélé sur le banc quand il est Deschamps ou Kylian Mbappé? Et tu préfères mettre Dembélé ou Cherki sur le banc? Sur le banc, il préfère mettre Cherki. Ah ben voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, Cherki mais à un moment donné, la réalité du haut niveau, c'est qu'il faut quand même être performant, à minima. Et la réalité. Après, si on se base que sur la Coupe du Monde, l'entrée de Cherki n'est pas. Oui, non, mais c'est pour ça. Si on se base que sur le match du Sénégal. Et puis, tant ce soir, Dembélé met triplé. Et on aura oublié ce débat. Au final. Il y a justement un sauveur d'Ousmane Dembélé, il s'appelle Kylian Mbappé. On va écouter ce qu'il a dit en conférence de presse. Et regardez, on a un observateur du football qui est au secours de son ami. On écoute Kylian Mbappé. Je sais pas s'il a été moins vu. Je pense que j'ai revu le match 2 fois. Une fois tout seul et une fois avec des personnes du staff. La première mi-temps, c'est le meilleur offensif des 4. C'est celui qui arrive à fluidifier le plus le jeu. Il était le plus en vue des 4. Après, bien sûr, en deuxième mi-temps, Michael et moi, on a été décisifs. Mais il a aussi contribué. Quand on revoit le premier but, la passe de Michael, elle existe parce que Ousmane, il attire Niakate et il libère l'espace pour que moi, je puisse m'engouffrer dedans. C'est des choses qui ne comptent pas sur la ligne de statistiques, mais c'est tout aussi important parce que sans ça, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de passe, il n'y a pas de but et on est toujours à 0-0. Donc je pense que Ousmane est très tranquille. C'est le ballon d'or. Il sait qu'il a la confiance de tout le groupe, tout le staff.
C'est un joueur très important pour nous. Ça fait des années qu'il est là. Il connaît parfaitement comment fonctionne l'équipe de France, le paysage médiatique autour de l'équipe de France aussi. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Et je suis sûr que dès demain, il va continuer à jouer. Ça marche en avant. Faut pas oublier non plus aussi qu'il a été blessé en fin de saison. Donc, il a joué un match contre l'Irlande. Et là, c'était son deuxième match. Il va monter en puissance et ça va être un joueur primordial pour nous, c'est sûr. Ça va être un joueur primordial. Est-ce qu'il est dans la posture? Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec son avis dans le fond? Est-ce que pour toi, Julien, Dembélé a fait un très beau match, notamment dans le jeu sans ballon, dans les courses, dans les appels? Est-ce que c'est lui qui a permis à ce que le jeu de l'équipe de France se décante sur certaines situations? Si tu dois parler d'un joueur sans ballon, tu penses à Rabiot immédiatement. Tu penses pas à Dembélé, par exemple. Non, mais il parle du jeu sans ballon quand l'équipe a le ballon. Mbappé. Les appels. Ok, oui, d'accord. Est-ce que pour toi, Dembélé, ces appels ont permis de la liberté à Olysée, Mbappé? Moi, je paraphrase de Kylian Mbappé. Ils se sont mangés sur le terrain. Ils ont été exactement au même endroit, au même moment. Il y en a un qui dézone, donc Mbappé qui prend la position de numéro 10, qui va parfois de temps en temps jouer comme ailier, qui veut centrer, qui veut remiser de la tête, qui veut être à la finition. C'est de la com? Bien sûr que c'est de la com. Ce que dit Mbappé? Mbappé n'a jamais fait de com de sa vie. Moi, je te pose des questions, c'est de la com. Il a toujours été honnête, mais bien sûr que c'est de la com. Et c'est le monde des bisounours, tout est beau, tout est rose, tout va bien. Je dis pas qu'il est pas ami avec lui dans la vie. Je dis pas que c'est pas son pote. Oui, il va pas le fracasser en conférence de presse. C'est comme une entreprise. Tu vas jamais démonter tes salariés devant tes clients. Par contre, j'ai posé la question justement, Julien, Dembélé peut-il perdre sa place? Là, on a répondu en étant dans la peau de Didier Deschamps. Enfin, est-ce que Deschamps peut le sortir de l'équipe? Là, maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce qu'on fait si on a la composition d'équipe? Est-ce que tu laisses Mbappé, tu sors Dembélé? Comment tu procèdes si toi, tu es sélectionneur demain de l'équipe de France? Alors, c'est... Même pas avant ce soir, maintenant. C'est une vaste question qui est assez complexe parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Ah, mais tu mets qui? Il faut choisir. Alors, attends. Tu sais, le mec, Non, mais attends. Attendez, on va faire le 11. Alors, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Les mecs, ils sont comme ça pendant 30 secondes. Les mecs, ils attendent de. Tu as vu, genre, je vais pas jouer. Attends. Mais attends, Ousmane, 2 secondes. Tout n'est pas blanc. C'est bon. C'est gris, c'est qu'une question de nuance. Oui. Mais tu mets qui? La réalité, c'est que. Si ça avait été moi, j'aurais mis Dembélé en pointe, mais le problème c'est que Dembélé... Non, là c'est toi. Oui, mais c'est toi. Laisse-moi finir. Vas-y. Allez, vas-y, je te laisse finir. Là, commence là. Non, mais la réalité c'est que je mets Ousmane Dembélé en pointe en position de numéro 9. Parce que c'est le seul poste où il excelle, ou on va dire en tout cas il excelle depuis 2 ans, sauf que ce poste est promis à Kylian Mbappé. Donc que tu le mettes à droite, ou encore pire numéro 10, il n'a jamais excellé en équipe de France. Donc de facto, même si tu sais à quel point je ne le porte pas dans mon cœur parce qu'il est pernicieux pour l'équipe de France, je mets Mbappé titulaire. Même si ça avait été que de moi, si on fait une comparaison avec le PSG, j'aurais mis Dembélé. Moi je veux ta réponse, parce que là tu m'as fait même si, et même peut-être, non, moi je veux savoir ta réponse si toi tu es sélectionneur de l'équipe de France. Si tu veux tenter ce soir ce match des coiffeurs, tu mets Dembélé en 9, sauf qu'il ne mettra jamais Mbappé sur le banc. Mais moi je mettrais Dembélé en 9. Merci. Pour voir ce qu'il vaut. Voilà, pour voir ce qu'il vaut. C'est la fin d'émission. Merci. Non mais attends, à bout d'un moment, il faut contextualiser, tu vois, tu peux pas aller... Non, mais moi ce que je dis... Non, mais il faut contextualiser, mais il y a des sensibilités différentes et tu as le droit de vouloir Dembélé par rapport à l'apport qu'il faut au pressing, par rapport... Je préfère 1000 fois Dembélé en position numéro 9, tu le sais. Et toi? Alors moi je le mets titulaire. Pourquoi? Je le mets titulaire pour... en pointe. Je le mets titulaire en pointe. Je mets Mbappé sur un côté. Je mets Olysée sur un côté. Et je mets Cherki en 10. Pourquoi je dis ça? Pour me garder Barcola et Doué sur le banc. Parce que on a regardé tous les matchs de la Coupe du Monde. Et les joueurs les plus impactants, c'est ceux qui rentrent. Et véritablement encore plus avec ces postes fraîcheurs qui cassent le rythme de fou furieux. Et il n'y a pas... Et je trouve que les joueurs qui rentrent ont vraiment une importance capitale pour ces fins de match. Et avoir sur le banc un Doué, un Barcola face à des joueurs qui sont fatigués, je pense que Deschamps pourra avoir pas mal de cartes en main pour déstabiliser, déséquilibrer les équipes en fin de match. Après, c'est sûr que Cherki Olysée, c'est un peu le même style de joueur. Je vous l'accorde. Mais après, mettre qui à Kliouche? On va pas mettre à Kliouche. Il est plus complet, même Olysée, parce qu'il peut jouer à droite. Olysée est plus complet. Mais après, et même si on va plus loin dans le style de Didier Deschamps, il met Dembélé sur un côté, il met Mbappé de l'autre, il met Mateta devant et il met Olysée derrière. Mais on n'est plus dans ce schéma-là, puisque c'était à l'époque de Olivier Giroud. Mais c'est pour ça que moi, je mettrais Dembélé, Mbappé, Cherki, Olysée. Parce que l'idée c'est de dire c'est de penser à l'après. Oui, parce que si Mbappé, toi Enzo, tu lui dirais de jouer à gauche, tu t'adaptes. Ah ouais, je m'adapte. Ouais, voilà, mais après, on sait comment c'est dans un vestiaire, il faut gérer Mbappé. Tu m'as parlé de sortie de banc, mais tu me rassures qu'en faisant les 4 quand même devant, tu mets les meilleurs titulaires. Bien sûr.
Parce que j'entends beaucoup ce truc il faut pas tout mettre, il faut mettre des bons joueurs remplaçants. J'entends beaucoup cette idée, mais l'idée c'est quand même de mettre. Ben oui, les meilleurs joueurs. Et puis honnêtement, Cherki avec la saison qu'il fait, il mérite quand même d'avoir des petites miettes là à gratter. Et tu disais le match des coiffeurs ce soir, ça aurait été quand même une récompense pour lui, même si on sait qu'il n'y a pas de cadeau dans ce genre de compétition là et à ce niveau là. Mais mettre un Cherki titulaire, je pense que ça aurait été mérité pour lui. Ce match, alors c'est évidemment le hasard du calendrier, mais il tombe mal parce que ça aurait été évidemment bien mieux de l'avoir en troisième match, sauf que tu es sûr d'être qualifié, mais tu n'es pas sûr de la position. Je pars du principe que l'équipe de France va s'imposer. Peut-être que je me trompe comme l'Espagne face au Cap-Vert, mais alors attention, la France va s'imposer, je pense. J'ai une Ligue MPP, j'ai mis 4-0. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudra pas dire ouais, ça va, on va gagner, ça va être facile. Non, c'est pas de la langue de bois ce qu'il dit Didier Deschamps. Hein. On a vu une pastille sortir sur les réseaux sociaux où il dit attention, etc. Je me suis un petit peu intéressé à cette équipe de l'Irak. Je les ai vus jouer contre la Norvège. Certes, ils en ont pris 4, mais les 20 premières minutes. Non, je suis d'accord. Les 20 premières minutes, c'était un bon match. Non, je suis d'accord. Dans l'impact, ils ont été présents. Non, je suis d'accord. Il faudra faire attention. Non, mais attends, tu me laisses pas finir de parler. C'est comme Giroud qui voulait jouer le maintien à 2 journées de la fin alors qu'il pouvait être champion. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que la France va s'imposer. Mais il faudra pas prendre cette équipe à la légère. Non, mais bien voilà, sûr. Ça c'est la première des choses. Oui, c'est un match qu'il faut jouer à 100%. Il faudra faire attention à l'entame de match. Parce que ça peut être une entame de match, parce que contre le Sénégal, s'il y a 1 ou 2-0 à la mi-temps, personne ne peut me dire que c'est immérité pour le Sénégal, parce qu'on ne les a pas vus les Français. L'Irak mène 1-0 contre la Norvège. La Norvège s'est fait un petit peu peur en début de match. Après, c'est sûr que je pense la qualité technique, la qualité des joueurs, l'aspect physique et athlétique va pour moi prendre le dessus, mais cette équipe de l'Irak, ils sortent des qualifications, je sais pas si vous avez vu leur histoire des qualifications, ils sont allés s'imposer contre la Bolivie au Mexique après avoir fait 20 heures de bus, puisqu'en Irak l'espace aérien a été fermé, ils ont fait 20 heures de bus pour quitter le pays, ils ont repris un avion, enfin, félicitations et bravo à eux, mais il faudra faire attention. Ça c'est le beautiful game. Non mais beautiful game, mais il faut y penser aussi. Non mais bien sûr c'est l'équipe qui a des ressources, on va dire. Le match des coiffeurs, c'était le même contre le Pérou, on en parlait là en 2018, il y a eu qu'une victoire, un petit à 0. Oui, mais il y a eu. Non, c'est le troisième match, c'est le Danemark. Oui, Danemark, c'est le deuxième. Deuxième match contre le Pérou, une victoire 1-0. Oui, d'accord, c'était pas et encore c'était c'était le Pérou. Ouais, mais le Pérou est quand même au-dessus de l'Irak. Je suis pas sûr moi. Alors maintenant, cet Irak, je sais pas. Cet Irak, oui, mais le Pérou maintenant, bon, on peut faire des comparaisons de matchs qu'on verra jamais, ou qu'on n'a jamais vu. C'est pas le débat. Mais exactement. Mais la réalité, c'est que, et je l'entends qu'il faut jamais sous-estimer une équipe, que les équipes elles sont toutes pas d'excès de confiance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors ça, à la limite, oui, excès de confiance. À un moment donné, si tu as un milieu Rabiot Koné comme ça annoncé, et qu'en numéro 10 tu as Olysée, et que physiquement, athlétiquement, techniquement, tu n'arrives pas à les museler, tu peux te poser des questions pour la suite de ta compétition. Surtout que c'est pas une équipe qui ferme le jeu, donc je pense qu'il va y avoir des espaces, et à moins qu'ils changent complètement leur style de jeu et qu'ils mettent le bus derrière. La Norvège, c'est pas la France. Les gars, je voulais vous lancer sur un joueur, tu viens de me faire penser, on va rafficher la compo probable de l'équipe de France qui jouera demain, j'y ai arrivé, demain, pour moi c'est demain, à chaque fois les matchs à 23h, j'en ai marre. Ce soir donc, ce match contre l'Irak, avec Mike Maignan dans les buts, William Saliba dans l'axe avec Upamecano, à gauche Lucas Digne, à droite notre ami Jules Koundé, Manu Koné, Adrien Rabiot, en 10 Olysée, à droite Dembélé, à gauche c'est Barcola, et en pointe Kylian Mbappé. 3 changements, Barcola, Lucas Digne qui est dans l'équipe, ainsi que Manu Koné qui est en place, notre ami Tchouaméni. Tu sais quoi, juste avant juste de faire 2 secondes, compo, vas-y. Dembélé à droite, le positionnement à droite de Dembélé, est-ce qu'il n'a pas déjà acté l'échec de son positionnement numéro 10 si c'est la dernière chance qu'il a à droite? Mais pour moi là non mais pour moi, je vous dis, désolé, je me permets, vas-y. C'est Dembélé joue ce soir à droite, c'est officiel, on reste sur la même animation offensive. S'il joue, parce que c'est une compo probable, c'est pas une compo officielle. Tu le vois sortir? Tu le vois sortir, ouais. Mais tu n'es pas forcément sûr qu'il soit titulaire. Est-ce que... Ah ouais? Pas sûr. Tu peux laisser la chance à Barcola, si tu mets Doué à gauche, ou vice versa, tu les fais permuter, c'est pas sûr qu'il joue. Et justement, la fameuse force vive, à la 60e, ça peut être Dembélé aussi. Moi, en tout cas, tu voulais répondre sur ce... Non, même pas. Non, je répondais à Julien sur le fait de se dire que mettre quand même Dembélé au bout du deuxième match sur le banc, c'est...
je sais pas, certes il a pas été bon sur le match du Sénégal. Après je te rejoins, si ce soir il floppe encore, je pense qu'on pourra encore plus se poser la question sur le match contre la Norvège. Tu vois, tu fais du management. Oui, voilà, c'est ça. Contre l'Irak. Tu es déjà allé, Ousmane, on a besoin de toi. On sait que tu es un petit peu dans la difficulté. C'est l'Irak, tu es Ballon d'Or. C'est là que tu vas te relancer, Ousmane. Il est quand même double vainqueur de la Ligue des Champions et Ballon d'Or. C'est plus le Dembélé de 2018. Et pour faire la comparaison, puisque on parlait de ça, lorsqu'il est donc en 2018 titulaire au premier match contre l'Australie, que ça se passe mal et qu'il est sur le banc derrière, il faut quand même rappeler qu'il fait une saison avec le Borussia Dortmund, il a 10 buts et 21 passes décisives pour sa première saison. Donc c'est quand même exceptionnel. Mais sûr qu'il a un statut différent maintenant. Voilà. Mais il est dans l'ombre d'Mbappé. Mais il sera toujours dans l'ombre d'Mbappé. Donc on en revient, il va flopper parce qu'il n'a pas de place sur le front de l'attaque. Mais je vous avoue que voilà, c'est surtout que l'animation entre Paris et l'équipe de France n'a rien à voir. Mais l'anomalie, c'est pas l'équipe de France, c'est Paris l'anomalie. D'avoir une animation aussi parfaite pour un joueur comme il est avec le Paris Saint-Germain, elle est là l'anomalie. Attends, tu sais quoi l'anomalie? Si tu remplaces Kvaratskhelia par Olysée, peu importe, tu fais permuter Doué et machin. Je veux bien que les schémas de jeu, le pressing, le contre-pressing de Luis Enrique ne soient pas pareils avec Deschamps. Mais tu as quand même un système, si tu mets Dembélé numéro 9, franchement, où il a grosso modo qu'à la pousser devant. Honnêtement, avec Didier Deschamps, il faut être un minimum autosuffisant. Dans ta zone, il faut savoir se retourner, il faut savoir faire des différences, ce qui est capable de faire Dembélé. Mais Dembélé, je vous avoue que ces 2 dernières années, qu'il réussit ou qu'il ne réussit pas selon les débats, au moins il touchait le ballon, au mieux il se portait. C'est limite, c'était vraiment un finisseur qui jouait. Il avait des fulgurances. Exactement. Le match qu'il fait à Munich, pour moi, ça personnifie le Dembélé au retour. Au retour. Au PSG, il a que des fulgurances. Un but au retour. Très beau but d'ailleurs. C'est ça. Sur une centre de Kvara. Tu vois, le mec est bien devant la cage. Pardon ? Le premier but au bout de 5 minutes. Ouais, c'est ça. Et après, dans le match, c'est plus compliqué. Parce que Paris est dans une configuration où ils sont en train de tenir en transition. Mais Dembélé, tu vas pas lui demander de faire du Kvara. Alors que Dembélé à Dortmund, c'était entre guillemets Kvara dans le sens où. Même au Barça, un petit peu. Kvara, c'est pas le style de jeu. Tu prends le ballon, tu fais gagner 40 mètres. Il sait pas faire ça, Dembélé. Non. Il n'a pas décroché à droite. Non, il sait le faire, mais quand il le fait, le dernier geste, on l'a vu pendant toute sa carrière. Attention, techniquement, ça reste compliqué sur la finition, sur les passes, sur les choix. Exactement. En fait, le problème de Dembélé, c'est qu'il a soit la technique, soit la finition. Il n'a pas les deux en même temps. Donc au final, c'est pour ça que côté droit, ça. Les gars, juste un joueur, on va parler rapidement qui a aussi fait débat sur le premier match, c'est Adrien Rabiot. Certains l'ont jugé en demi-teinte, certains ont jugé que son travail est très précieux au milieu de terrain. J'aimerais avoir vos avis, Enzo. Au final, comme l'équipe, première mi-temps, il a été très moyen. Par contre, en deuxième mi-temps, s'il n'y a pas Rabiot, le milieu de terrain, il souffre. Pour moi, il a porté le milieu de terrain de l'équipe de France sur la deuxième mi-temps. Après, moi, c'est un petit peu mon chouchou. Je l'adore. C'est un joueur qui triche jamais. C'est un joueur qui récupère énormément de ballons. C'est un joueur qui fait des tonnes de kilomètres. Mais c'est pas ce joueur-là qui va courir, qui va récupérer. Il récupère, mais il s'en sert correctement du ballon. Il est capable de temporiser le jeu, il est capable de l'accélérer. C'est vraiment lui le poumon de l'équipe de France. On parle de Tchouaméni, mais Rabiot, c'est vraiment lui le poumon. Il rythme le tempo de l'équipe de France. C'est lui qui donne le tempo. C'est le chef d'orchestre. Quand il faut accélérer, il sait accélérer. Quand il faut mettre un petit peu le pied sur le ballon, mettre un petit peu le ballon au défenseur pour que le bloc se replace et qu'on respire un peu, il sait le faire. Contre le Sénégal, c'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. C'est ce que j'ai vu faire de Rabiot en deuxième mi-temps. Alors on parle d'Mbappé, mais Rabiot, c'est un des joueurs que je mets en premier sur la feuille de match. C'est le premier que Deschamps coche sur sa liste. Tu disais qu'il gérait le rythme, le tempo. Certains lui reprochent son rythme un peu trop lent. C'est un peu ce côté. Alors oui, mais on a reproché à Pogba son rythme nonchalant, on reproche à Rabiot son rythme nonchalant. Moi, je veux bien qu'on. J'aimerais bien l'avoir à l'Olympique de Marseille si quelqu'un y pense. Ah ouais, non mais. C'est pour ça que chouchou, je veux bien, mais j'ai toujours quand même quelque part, ça reste un peu coincé, tu vois, à travers de la gorge. Mais pour en revenir à ce que tu dis, effectivement, il a raison. Il a un QI foot qui est au-dessus de la moyenne, Rabiot. Et le problème de Rabiot, en fait, c'est que, alors, il est toujours très bon, il est toujours un niveau minimal, mais il peut être sublimé que s'il a des joueurs autour de lui qui lui permettent de se sublimer. Et on prend l'exemple de l'OM, sans lui faire offense, mais quand tu as des mecs comme Cornelius derrière ou devant, tu as des mecs qui sur la finition pas très bons. Cornelius. Tu as beau avoir un Rabiot au milieu, dans l'entrejeu pour porter ton ballon. Il peut être à la récupération. Parfois, il a aussi le fait qu'il peut se projeter vers l'avant, un petit peu box-to-box. Il est tout à la fois. Et c'est pas pour rien non plus si sur ce match-là, il veut quand même dégager un petit peu de sécurité. C'est pas pour rien que c'est Tchouaméni qui est pas là plutôt que Rabiot. Ces courses sont essentielles. Le dit à Didier Deschamps, souvent, c'est mon joueur d'équilibre.
Ça, c'est mon téléphone. Ça, je vous dis tout. Bon, on en est là. Et le vibreur, non, le vibreur. Ne pas tu déranger. peux le mettre, Samantha Muti, qui est à la réalisation de cette émission. Tu peux mettre, voilà, mode ne pas déranger. Je l'avais mis, mais je pense qu'on. Ne pas perturber. Ne pas perturber. Parce que me déranger. C'est le niveau-là, bon. Te perturber. Pour moi, ce que j'aimais chez Adrien Rabiot, c'est ses courses à vide. Du coup, ces courses quand l'équipe de France n'a pas le ballon, en fait, c'est vrai que c'est pas des courses qui permettent directement de récupérer la balle. Mais toi, Enzo, tu dis ça souvent, j'imagine, à tes gamins. Il y a plusieurs phases dans la récupération de balle. Tu as le joueur qui prend le ballon des pieds des joueurs directement, et tu as le joueur qui va faire la course, qui va permettre à l'autre joueur de récupérer le ballon. Il est toujours dans les les bonnes. bonnes. Perturbé pour le coup. Ouais. Il est toujours. Mais le silencieux, c'est mieux, c'est direct. Excusez-moi pour ceux qui nous écoutent sur United Radio. Le téléphone, carrément. Arrête le il est toujours dans les bonnes zones pour récupérer le ballon. Il sait toujours bien se placer, même quand l'équipe de France défend en bloc un petit peu médian ou un petit peu plus bas. Même quand l'équipe de France est en transition défensive, il sait faire les courses intéressantes et intelligentes. C'est vrai qu'il a été plutôt intéressant, notamment sur ce positionnement au milieu de terrain avec Tchouaméni. Même si Tchouaméni, il est pas comme Rabiot finalement. En première mi-temps, il a eu du mal, mais en deuxième mi-temps. Il a un rôle pas facile en plus. Rabiot, bah oui. Ils sont que deux, les mecs. C'est pour ça. Et moi, honnêtement, j'émettais beaucoup de doutes sur cette équipe de France-là, et je me disais, c'est impossible que Didier Deschamps mette 4 offensifs, le connaissant. C'est obligé qu'il va mettre 3 milieux de terrain, costauds, récupérateurs, et les 3 qui vont se débrouiller un petit peu. Au final, il a pris le risque, il est obligé, je pense, de mettre ces 4 joueurs offensifs-là, mais le boulot que doit faire Rabiot et Tchouaméni, c'est du gros boulot. On finit sur ça, Julien prend en avance. Vas-y. Non, pour rester sur Rabiot, c'est qu'effectivement, tu parlais tout à l'heure, le foot, en fait, c'est bien d'avoir le ballon, mais c'est aussi quand t'as pas le ballon. Un exemple tout simple, quand tu presses très haut. T'as le mec l'attaquant qui va sur le porteur du ballon. S'il court, il s'époumonne pour y aller seul, et que derrière t'as pas quelqu'un qui vient en seconde lame, ton pressing ne sert strictement à rien. Et c'est en général le joueur qui est toujours en seconde lame qui permet de coordonner ce pressing. Parce que si le deuxième il va, en général, c'est toujours le troisième il va derrière, et c'est comme ça que le bloc équipe remonte. Là, c'est toujours Rabiot qui est ce joueur-là. Et ça, on le sous-estime grandement. Le classement du groupe I, où est l'équipe de France avec la Norvège 3 points, l'équipe de France 3 points également, Sénégal, Irak, donc 0-0. Donc c'est pour ça que vous dites que c'est pour vous le match. Toi, tu dis que c'est un match des coiffeurs. Toi, tu le vois comme ça, toi? Ouais, un petit peu. Il faut le voir comme ça parce qu'il y a moi, du turnover. Je le vois pas. Moi, je sais pas si c'est le match des coiffeurs parce que alors match des coiffeurs parce que je pense qu'il appelle comme ça parce qu'il y a du turnover. Voilà, c'est l'équipe la plus faible du groupe. Ouais, mais le turnover, est-ce que les gars, il est fait parce que c'est en récompense peut-être les performances aussi. Ouais, et je pense Barcola, aussi il rentre, il met un but de voilà, but, et je pense que Doué, Barcola était au-dessus quand même de Doué. Manu Koné prend la place à Tchouaméni parce qu'il a eu beaucoup de mal, et Hernandez, je l'ai pas trouvé rassurant sur ce premier match. Pour moi, c'est pas le match. Moi, je vous dis, je suis pas d'accord avec vous sur ça. C'est pas le match des coiffeurs. Pour moi, il le voit comme un match des deuxième coiffeurs. match. Je pense que Julien il appelle comme ça parce que c'est l'équipe la plus faible. Le fameux match. Et on va donner un peu du temps de jeu. Parce que dans la temporalité de la compétition, t'es au deuxième match, il faut gagner. Si on va vraiment dans le sens du match des coiffeurs, tu mets Brice Samba dans les buts. Tu mets pas Mike Maignan. On est d'accord, c'est pour ça que je te dis que ça tombe mal, parce qu'en réalité, si on l'avait en troisième match. Pour moi, je t'interromps, mais la meilleure équipe qu'il peut mettre. Pour lui. Ouais, je pense aussi. Ah, il calcule pas pour moi. Là, il y va droit. Pour moi, il finit avec la meilleure équipe qu'il avait et il fait des réajustements avec Tchouaméni. Je pense que Tchouaméni est. Je pense que Manu Koné, il peut vraiment. Ah, mais il est très fort, on a vu de ce côté. Il a surtout ses performances en équipe de France. Elles sont incroyables. Et en club également. En club aussi, il fait une saison de fou. Mais en équipe de France, Manu Koné, j'ai que des bons souvenirs. C'est ça. Et évidemment que Tchouaméni sera titulaire parce qu'en valeur intrinsèque, il est évidemment au-dessus de Manu Koné. Mais sur le profil même, il serait plus intéressant Manu Koné sur le terrain à côté de Rabiot si tu joues à deux au milieu. Après, je pense que quand le mondial va continuer, quand on va passer les tours, va avancer, merci. Quand le mondial va avancer, à mesure que l'air va se raréfier, à mon avis, il passera à 3 au milieu. Mais peut-être. On va avancer dans cette émission et on verra l'évolution de cette équipe de France. Donc avec ce match à 23h face à l'Irak qui va nous accompagner cette soirée. J'imagine que tout le monde va le regarder, je ne vous pose pas la question. Et ensuite, il y aura 2h du matin, Norvège-Sénégal, Jordanie-Algérie, 5h du matin. Ça vous branche? Ça va. Je serai dans mon lit dans les bras de Morphée, je pense. Ça va. Moi, je vais faire. Par contre, Sénégal-Norvège, oui. Ouais. Oui, ça oui. Après, quand tu regardes le match de 2h, t'as souvent un petit temps. C'est ça, et c'est le plus dur. Tu dis je dors pas. C'est le plus et dur. souvent, si tu dors, on te revoit. On te revoit demain matin. dans d'autres contextes. Mais le réveil. Voilà. Parce que... Oui, même le réveil, je t'avoue que des fois, ça m'arrivait malheureusement. Non, mais le réveil pour 8h du mat. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, pour aller au boulot. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les gars, on va passer à la partie numéro 2. Partie numéro 2, à cœur ouvert. Il m'a attendu, c'est bien Ahmed, il m'a attendu.
À cœur ouvert, la partie où l'un des chroniqueurs se livre et déballe toute son émotion. Des fois, il y a des chroniqueurs qui veulent fracasser un joueur, des fois qui veulent encenser une équipe, des chroniqueurs qui veulent parler même d'un sujet autre au football, quand même lié un peu au sport qu'on aime le plus. Là, on va parler du mondial à 48. Pour moi, c'est top. Ça va être moi qui vais faire cet avis à cœur ouvert. Pour moi, c'est top parce que ça nous permet de voir de très belles histoires, notamment le Cap-Vert, très récemment, qu'on a vu cette nuit tenir le match nul de partout face à l'Uruguay. Le Cap-Vert, qui fait sa première Coupe du Monde, ça fait partie des équipes qui, on le sait très bien, que si c'était la Coupe du Monde à 32, je pense que, bon, on ne sait pas après, mais peut-être qu'elle ne serait pas dans la compétition. On a des équipes comme le Curaçao qui font une belle compétition. Bon, 7-1 contre l'Allemagne, mais après, un magnifique deuxième match nul. Contre l'Équateur. C'est vrai que le gardien a fait 15 arrêts. Mais c'était un match exceptionnel. Curaçao, ils vont presser haut, ils jouent vraiment le football offensif. Et le Cap-Vert aussi, sur le deuxième match, 2 partout, et c'est pas volé du tout. On va parler après de l'Uruguay, qui est certes en pente descendante, etc. Tu parlais d'Haïti, tu parlais également de l'Irak face à la Norvège, même s'ils en prennent 4 sur ce match. On les a vus quand même assez enthousiasmants sur les 20 premières minutes de jeu. Et en fait, ce sont des équipes, je trouve, qui, certainement dans toutes les équipes que j'ai citées, peut-être qu'aucune ne se qualifiera et peut-être qu'aucune sera même en 16e de finale ou en 8e, peu importe, mais on apprend d'autres football, de belles histoires, et ce sont des équipes qui méritent d'être là avec le 48, et ça rend moins ce football aseptisé. On a des petites surprises, on a, comme on dit, des petites histoires, et des joueurs pas professionnels qui donnent de très belles performances. Moi, je trouve que ce mondial à 48, au final, c'est vrai que ça donne un effet où il y a beaucoup de matchs, où c'est redondant, où il y a trop de matchs, mais pour les équipes, ça rajoute qu'un seul match. Donc en soi, ça va pas perturber plus que ça les équipes qui ont fait une longue saison. Nous, en tant que spectateurs, ça peut faire des matchs à rallonge. Après, c'est à relativiser avec les horaires des matchs aussi qui nous donnent l'impression que c'est difficilement lisible. Mais au-delà des horaires, nous, si on habitait aux USA, on aurait peut-être été content de voir autant de matchs par jour à des heures convenables, avec de belles équipes et de belles histoires à raconter. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par toi, Julien. Est-ce que ce mondial à 48, c'est top ou non? Pas du tout. Alors c'est bien les belles histoires, le beautiful game. Mais c'est pour ça qu'on aime le foot. Mais c'est aussi la culture de l'instant, parce qu'en réalité, si le Cap-Vert en prend 7 face à l'Espagne, je changerai mon avis, c'est normal. Non, mais Julien, voilà. Non, mais moi, le problème... Attends, c'est bon ce qu'il me dit. T'as un avis, mais ton avis se base sur ce que t'as vu. Non, mais c'est pas ça. Ah ben désolé d'avoir fait mon avis sur ce que j'ai vu. C'est pas ça, moi c'est surtout sur l'aspect politique et sur l'aspect organisation. C'est-à-dire que, on va pas se mentir, s'il a 2, 3, 4 heures du matin, je me lèverai pas pour voir Arabie Saoudite face au Cap-Vert, sans vouloir faire injure. Tu t'es pas régalé à voir Curaçao Équateur, tu l'as regardé ou pas? Ah oui, je l'ai regardé. Il était à quelle heure? 2h, non? Il était à 3h. 3h du matin. C'était un match incroyable. Ah oui. Je travaillais. C'est un vaillant. Celles et ceux qui nous suivent, Enzo Bonalana, de très belles épaules, costaud, c'est un vaillant. C'est le tennis. Tennisman. Il a des cernes, il est éclaté. Tunisie-Japon aussi. 5h du matin. Ah, lui, j'ai raté. Parce que je travaillais à 5h aussi. Donc non, mais pour revenir à ça, moi, ce qui m'embête aussi, c'est que le fait. Alors, c'est paradoxal parce que d'un côté, tu as le Beautiful Game avec ces équipes qu'on n'aurait jamais vues dans un tournoi 32. Et la réalité, c'est qu'en fait, on ne sait plus si on voit du foot ou du foot américain. Non, mais parce que tu as 4 cartons. J'aime bien la mesure de Benjamin. Pourquoi pas? C'est Julien, c'est toujours Julien, mais c'est pas grave. C'est Benjamin qui porte la vie, je porte la vie de Benjamin. Okay, non, mais toi, t'es Julien. Le problème, c'est que tu as 4 cartons, ça casse le rythme du foot. Mais au final, c'est à 32 équipes. Mais après, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Moi, je parle sur la Coupe du Monde à 48. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a 48. C'est pas parce qu'il y a les poches fraîcheurs qu'en 48. Moi, je parle de 48 équipes. Est-ce que c'est trop pour vous? C'est top. Ah, c'est trop. Pourquoi? C'est trop parce qu'il y a trop de matchs et c'est surtout comment ça a été instrumentalisé. Et je ressors ce que j'avais dit la semaine dernière. Gianni Infantino qui est en pleine campagne de réélection à la FIFA où il n'avait pas d'opposant aussi. Au passage, le problème c'est quand il dit si on met des matchs à 48, ça va éradiquer la fin dans le monde. Alors moi je veux bien. C'est fou ça. Je veux bien. Mais du coup, c'est très bien, tu vas améliorer le football parce que grosso modo c'est aussi pour améliorer les fédérations qui sont financièrement, qui ont moins de moyens financiers pour développer les infrastructures. Est-ce que le Cap-Vert a reçu de l'argent? Est-ce que les pays en difficulté à Haïti ont reçu de l'argent? Non, il y a surtout des scandales liés à leurs dirigeants et aux fédérations, même s'il n'y a pas que, mais c'est en général plus prégnant dans les pays où il y a moins d'argent. Est-ce que tu vois un développement du football? Est-ce que tu vois quelque chose qui rejaillit sur le peuple? Ah non.
Moi, c'est en ça que ça mais c'est peut-être récent, faut peut-être laisser. Ouais, faut peut-être laisser du temps. Mais moi, pourquoi je suis contre? Alors déjà, juste Ferrari, Messi a raté un penalty contre l'Autriche. Pas si rare que ça. Une belle période où les penalty en club, c'était Barça. Ouais, tu as raison. Non, pourquoi je suis contre? On a du temps un peu ou non, pourquoi je suis contre? Parce que 48 équipes déjà, et un petit peu des choses qui disent qu'il y aura peut-être prochainement 64 ou 68 équipes. Donc ça sera encore dans l'évolution. Sur Mars, mais pourquoi je suis contre? Ce serait le format parfait parce que là en fait ils disent parfait parce qu'en fait comme ils sont montés à 48, du coup pour les 16e de finale, premier je compte le 3e, mais ils disent que pour les 8e de finale il y aurait un problème, c'est que certains premiers joueraient contre possiblement les premiers des poules et d'autres premiers joueraient contre des deuxièmes. Du coup j'ai envie de dire, ça crée des équilibres. Et je vais un peu parler vulgairement, c'est ça. Non mais je vais un peu parler vulgairement, mais qui se démerdent. C'est eux qui ont créé ce format là et ils vont pas dire ouais mais les premiers contre les 3e. Enfin bref, moi pourquoi 48 équipes ça me plaît pas. La Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. C'est tous les 4 ans. C'est un événement que tout le monde, toute personne va regarder. Même ceux qui n'aiment pas le football, l'équipe de France, c'est toujours les records à la télévision. C'est quand l'équipe de France joue en Coupe du Monde. Et pour moi, le passer à 48, c'est un peu perdre sa saveur. C'est dire, tout le monde peut y participer. Bon, même si ma nation, l'Italie, ne participe pas, donc ça fait 3 fois d'affilée. Mais je me dis que ça enlève ce truc de se dire, waouh, participer à la Coupe du Monde, c'est dur. Ça fait des efforts. Il faut aller se qualifier. Là, j'ai l'impression que. Ouais, mais pour ces pays-là, c'est quand même un effort. Parce mais que oui, nous, mais on a ça le prisme européen. Non, mais tu enlèves encore plus. Va dire ça à l'équipe africaine. Je reviens au Congo qui a dû jouer la phase de poule plus un playoff plus un autre playoff aller-retour contre une zone à sud. Bientôt ils vont faire l'épreuve des poteaux. Bientôt ils vont faire. Mais tu verras que dans quelques années tout ça n'existera plus et on basculera à 80 équipes et au final tout le monde participera à la Coupe du Monde. Anne Masserat ne vois-tu rien venir? C'est prévu depuis le début. Mais c'est pour ça. Oui, mais moi je suis limite d'accord avec vous sur les raisons qui peuvent être malencontreuses sur le fait qu'il y ait 48 équipes, mais dans la finalité, le Cap-Vert est content d'y être. Non, mais attention, après pour moi, il kiffe sa Coupe du Monde. Il y aura toujours de belles histoires. Il y a toujours des belles histoires, même quand la Coupe du Monde est à. Moi, ce qui me dérange, c'est le nombre. C'est peut-être, on va dire, peut-être le nombre de qualifiés. Peut-être se dire, ça me fait un peu penser à la Ligue des Champions, qu'il y a trop de qualifiés et qu'on oublierait cette histoire de meilleur troisième, peut-être. Je sais pas. Ouais, voilà. Pour pas se qualifier. Troisième, c'est comme le Portugal qui est champion en 2016. Oui, ça c'était à l'Euro. Il y avait 32 équipes. Ouais, mais c'était troisième. Ils étaient troisième. Oui, bien sûr. Donc ça dénature aussi le football. C'était le premier Euro, non? C'est le premier Euro en 2016. Non, mais à 30. Pas à 32, mais peut-être à 32. 24. C'était 16 équipes. C'était 24. 24. Non, mais c'était avant, c'était à 16. Non, c'était ça, c'était il y a 20 ans. C'était 24. Et c'est 32, non, c'était 24, c'est pas ça 32. Puisque pour donc l'Euro 2016, tu me fais le. on n'est pas bon en maths, les gars, sachez-le, ceux qui nous écoutent. Il y a déjà 10 ans l'Euro 2016. Mais tu vois, je veux bien, moi, les beaux exploits, machin et compagnie, mais j'ai pas envie. Non, mais même, pour moi, c'est en termes de match. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte qu'il y a 110 matchs, je crois, ou 105 matchs 104. 72 de phase de poule. On en a fait à peine 40. Mais c'est ça. Et puis, après, moi, je dirais. C'est vrai que c'est très envie. En fait, ça nous frustre. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a trop de matchs. Mais tu as le droit, à la place de regarder Curaçao jouer, tu as le droit de regarder Joséphine Ange Gardien. Tu as le droit de regarder mais ça enlève l'essence. En fait, ça enlève ce truc de se dire j'attends la Coupe du Monde pendant 4 ans. Pour moi, la Coupe du Monde, même quand il y avait 32 équipes, tu voyais pas toujours des matchs exceptionnels. Mais quand même, ces équipes que j'ai dit, les gars, n'ont pas. Bon, Cap-Vert est un peu fermé, mais comme ça. Moi, il y a que le Cap-Vert que j'ai vraiment apprécié regarder. Mais Curaçao. Non, mais Curaçao, c'est faible. Je les respecte. Bientôt, contre l'Équateur, le match qu'ils font, ils sont des tirs. Non, mais dans 2 prochaines Coupes du Monde, tu as Samarin ou Monaco qui fait la Coupe du Monde. Là, il faudrait qu'il y ait une destination FIFA. Là où il a raison sur un truc, c'est qu'en réalité, on voit, nous, via le prisme européen, à savoir qu'on est passé de 13 qualifiés en zone UEFA à 16 qualifiés. Oui. Les autres pays ont beaucoup de qualifiés parce qu'ils avaient très peu de chance de pouvoir se qualifier. Si tu as. Non, mais ça, c'est une bonne chose. Ouais, mais à 60 candidats, je vais pas me languer à la Coupe du Monde pour voir la Papouasie-Nouvelle-Guinée contre les îles Salomon. On embrasse tous les habitants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On les embrasse parce qu'ils mangent des hommes là-bas. Ils sont encore. Oui, mais on les embrasse quand même. On embrasse ceux qui mangent pas des hommes. Voilà, ceux qui mangent pas des hommes. Ils t'embrasseront pas, ils te grailleront direct. Mais bon. Voilà, mais on embrasse quand même ceux qui mangent pas d'hommes. Non, mais voilà, il y a des matchs, j'ai l'impression que c'est des matchs de qualification, quoi. J'ai pas l'impression que c'est des matchs de qualification. Vas-y, dis-moi, parce qu'on dit des matchs. Moi, je vous ai donné des matchs. Dis-moi des matchs où t'as regardé Ulman-Curaçao. Espagne-Cap-Vert. Pour moi, Ulman-Curaçao, c'était un match de qualification de Ligue des Nations de la poule 12. Ok. Vas-y, là, tu marquais pas. Canada-Qatar. Ah,
Ouais, tu regardes le Canada, tu as l'impression que c'est l'Uzbek qui joue. Je vais me faire. Le Qatar plutôt. Oui, le Qatar, parce que Canada, eux, ça va. Pauvre Ismaël Koné qu'on embrasse qui a été blessé longuement. Ouais. Je vais me faire des ennemis, mais vas-y, on finit sur ça, vas-y. Espagne-Cap-Vert. Espagne-Cap-Vert. Alors, on est tous sublimés par le résultat. Ce match, tu l'as toujours. Oui, d'accord, mais c'est la réalité. Mais moi, je parle en multiplicité de matchs bidons. Mais l'Espagne. Est-ce qu'il y en a beaucoup de matchs bidons? Oui. Déjà, je t'ai sorti Canada-Qatar. Même le Qatar, c'est faible. Vas-y, ouais. Tu as l'Arabie Saoudite hier. J'ai trouvé moi, je pense que faible. le fait que ce soit des horaires assez compliqués pour nous ici outre-Atlantique, ça joue aussi. Moi, personnellement, ça joue pas parce que pour moi, c'est ça la vraie Coupe du Monde. C'est se lever le soir. Ah oui, non, mais moi, si je parle très personnellement, c'est pour ça. Moi, j'ai toujours des souvenirs. Ça m'arrive avec la journée, je suis sur d'autres trucs. Moi, ça n'a rien à voir avec le foot, mais je me rappelle des JO de 2010 à Vancouver au Canada. Je me levais le soir, j'essayais de gratter un petit peu à mes parents pour. Voilà, parce que c'est ça pour moi, quand tu es passionné de sport, c'est que tu le regardes à n'importe quelle heure. Donc pour moi, le prisme de l'horaire, c'est plus peut-être sur l'aspect des gens lambda qui regardent le foot. Moi, c'est celui à 5h, je lutte. Moi aussi, j'ai du mal. J'ai énormément de mal. Mais la réalité, moi, c'est pas. On finit sur ça. Moi, c'est pas sur les horaires, c'est le niveau. Alors oui, c'est beau pour des pays qui n'avaient jamais la capacité d'y participer. Tu parlais du Cap-Vert, finis-moi sur ça, le Cap-Vert. Le Cap-Vert et l'Espagne, ils ont joué avec le frein à main. Il faut arrêter. À la fin, ils sont un petit peu excités, ils ont fait rentrer Yamal, mais tu auras le match, ils sont à 20%. Non, mais après, là où il a raison, Nordine, c'est que le match Espagne-Cap-Vert, tu en as toujours en Coupe du Monde. Tu as toujours cette équipe un petit peu qui ferme, qui met le bus derrière, qui essaie de prendre en transition rapide. C'est pas sur le niveau du bus qui a été mis derrière. C'est sur le niveau d'investissement de l'Espagne. Ouais, sur ça, je suis d'accord. C'était un match d'entraînement pour eux. C'était le premier match. Et tu regardes, ils ont mis j'extrapole, mais ils ont mis 4-0 en un quart d'heure à l'Arabie Saoudite. Moi, vraiment, ce qui joue aussi sur notre avis, c'est qu'on sait un peu que les gros vont se qualifier parce qu'il y a 3 et les meilleurs troisièmes. C'est plus ça, moi, qui me chagrine parce que du coup, toi, tu as l'impression de prendre des matchs de qualification parce qu'il y a ce que tu m'as dit, factuellement les scores. J'ai regardé là actuellement les qualifiés. Il y a le classement là des troisièmes là, un petit peu là, les meilleurs qui se met à jour. Il y a des équipes qui vont se qualifier pour le moment. Oui, un point, bien sûr. Avec un point, tu étais dernier avant. Bien sûr. Et tu n'espérais même pas te qualifier. Ou alors, il faut passer la chance en se disant, c'est les deux premiers qui passent. Soit on se dit que ça met de l'argent. Tu as 67% de chance de te qualifier avec seulement 3 points. Soit on se dit que. En fait, ça enlève cette saveur. Mais c'est ce que je te dis, moi, c'est ça qui me plaît pas. C'est qu'en réalité, c'est bien pour les équipes, machin, compagnie, mais si aussi fait la beauté du produit, c'est tout ce qui rare et cher. Et si tout le monde peut y participer à la Coupe du Monde, tu as plus cet aspect rare. Et en fait, tu te dis, tiens, en Coupe du Monde, tu as 80% de chance de te qualifier pour le prochain. Moi, je resterai comme ça, mais j'enlèverai les qualifiés. Vous revenez à 32, vous. Ah, moi, je reviens à 32. Ok, vous revenez à 32. Bon, vous irez envoyer un message au et siège à Lyon. Par contre, c'est sûr. Alors, attention, c'est pas le monde des bisounours, mais je reviens à 32. Mais j'essaie de trouver un format de qualification qui soit un petit peu moins rallongé. Tu repasseras jamais à 32. Non, mais ça, j'y crois pas du tout. Mais moi, j'essaierai de réduire un petit peu le nombre de matchs. Format de qualif, tu parles de quoi? Le format pour se qualifier pour aller à la Coupe du Monde. D'accord. De pas faire 600 matchs, toujours plus de matchs, d'aller à droite, à gauche. La Ligue des Nations a été créée pour remplacer les matchs amicaux. La Suède se qualifie en Coupe du Monde par rapport à la Ligue des Nations, alors que dans les groupes de phase de qualification, ils sont derniers, ils sont même pas qualifiés. Ils se sont qualifiés grâce à la Ligue des Nations. Partie 3, coup de radar. Coup de radar, on va faire un zoom sur un joueur, sur une équipe, une histoire à raconter comme il y en a plein dans cette Coupe du Monde. Et c'est Enzo Buonalana qui va porter ce coup de radar. Vers qui tu vas mettre ta loupe, diriger ta loupe. Focus sur Mauricio Pochettino et les États-Unis. Voilà. Je veux parler des États-Unis, surtout de Mauricio Pochettino, parce que cette nation a quand même beaucoup de pression, mine de rien, des instances de son président. Ce que j'entends dire, c'est que l'engouement prend un petit peu de plus en plus aux États-Unis. Et mine de rien, Pochettino, ça fait 2 ans qu'il a repris cette sélection avec l'objectif d'aller le plus loin possible en Coupe du Monde. Certes, ses derniers passages en Europe, il a eu un petit peu plus de difficultés. Notamment on se rappelle au Paris Saint-Germain, mais c'est un entraîneur que j'aime beaucoup et je suis en train de voir véritablement qu'il y a quelque chose qui se crée aux États-Unis. Je pense que lui aussi, avec son équipe, a amené les Américains à venir au football, parce que sur les 2 premiers matchs, alors vous allez me dire, ils ont joué le Paraguay, ils ont joué l'Australie, c'est des équipes qui vont pas se qualifier, je suis d'accord avec vous,
Mais bon, sur le premier match, 4-1 contre le Paraguay. Deuxième match, 2-0 contre l'Australie. Et en plus, c'est des matchs qui sont acquis rapidement lors de la rencontre. Donc, ça leur permet aussi de gérer. Et c'est une équipe, moi, sincèrement, que je me suis régalé à voir. Ça court dans tous les sens. Ça met énormément d'intensité. Ça a des joueurs qui sont des bons joueurs en Europe. On prend Balogun, on prend même Pulisic, même si il n'a pas joué sur le dernier match, qu'il est un petit peu dans le déclin. McKennie, le joueur de la Juventus, Dest également, Weah, qui n'est même pas titulaire sur les 2 premiers matchs. Donc ça montre aussi le niveau de cette équipe des États-Unis. Ça attaque dans tous les sens. Tout le monde fait les efforts pour les uns pour les autres. C'est une équipe qui est très structurée. Moi, honnêtement, je la trouve vraiment structurée. Et pour moi, c'est une équipe qui peut aller loin dans la compétition. Je ne dis pas la gagner, mais tout dépend le tableau qui va avoir. Elle peut aller atteindre les quarts de finale assez facilement. Donc, véritablement, c'est vraiment ce coup de radar-là. Pourquoi sur Mauricio Pochettino et les États-Unis ? Parce que je pense, moi, personnellement, en tout cas, je ne les attendais pas à ce niveau-là. Alors, j'attends de voir face à une équipe et une sélection qui va être un petit peu au-dessus, mais ils ont gagné 3-2 contre le Sénégal en préparation. Ils ont perdu que 2-1 contre l'Allemagne. Donc c'est vraiment une équipe prometteuse sur cette compétition. Et tu parlais de l'Australie qui a quand même battu, certes, mais la Turquie. Exactement. Donc, on n'attendait peut-être pas ce résultat. Moi, avant le match, je t'avoue que moi non plus. Je l'attendais pas. Pas du tout. Bon, attention, la Turquie a mis 30 tirs, je crois. Oui. Et pas beaucoup de cadrés. Mais oui, c'est pour ça que. Et même 2-0. Enfin, je veux dire, en première mi-temps, l'Australie prenne le bouillon contre les États-Unis. Et s'il y a 3 ou 4-0, vraiment, c'est un ouragan. On pouvait imaginer qu'ils étaient à la limite les joueurs un petit peu au-dessus, mais on ne pensait pas qu'ils étaient intrinsèquement à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour aller dans le. Et je sens qu'il a vraiment créé quelque chose en fait. C'est la dimension athlétique de l'équipe qui vraiment. Voilà, c'est. Bon, en JO, comme tu dis beaucoup au JO, d'attendre des athlètes américains au-dessus, ça oui. Mais au foot. Mais au foot, à ce point-là. Mais c'est parce qu'il y a une préparation aussi. Oui, mais tu vois, des mecs comme McKennie à la Juve cette année, c'était pas. Tu vois, c'était très compliqué à la Juve cette année. Et tu vois, Balogun aussi, c'était un petit peu en dents de scie. Après, il y a l'arrêt de Pocognoli, ça l'a relancé, etc. Mais au début, il m'a doublé contre le Paraguay. C'est ça. Et puis c'est surtout du gauche exceptionnel. C'est-à-dire qu'il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, c'est que le soccer féminin est très très populaire aux États-Unis, notamment grâce aux résultats de l'équipe féminine, même si elle est en train de péricliter un petit peu, ou en tout cas le niveau est en train de baisser, de diminuer. Exactement, de diminuer. Et à l'inverse, les hommes, il n'y a pas cette passion-là. Et juste une stat ultra intéressante, c'est que pour le premier match des États-Unis, il y a eu plus de personnes qui ont regardé à la télé le match d'ouverture des États-Unis que le match 5 entre les Knicks et les Spurs. Et donc ça montre qu'il y a quelque chose qui se crée. 25 millions de fans qui ont regardé, et ça montre l'engouement. Et surtout, à la limite, on aurait pu dire, quand même c'est une finale NBA, s'il y avait un petit marché. Là, c'est les Knicks qui n'avaient pas gagné de titre depuis 73. Il y avait une attente qui était stratosphérique, donc il y avait un engouement profond. Mais malgré tout, l'engouement était davantage porté sur ce sport nouveau qui vient d'Europe, mais qui est de plus en plus mis en avant, notamment par Apple, qui a acquis les droits aussi de la MLS pour une somme proche du milliard, ce que a fait Vincent Labrune avec... excusez-moi, on l'a perdu cet argent. Bon, il y a un engouement profond, et ce qui fait que aussi le foot c'est structuré, le soccer je parle, c'est structuré aux États-Unis, et ce qui fait que les résultats commencent à apparaître. Évidemment, ils ne la gagneront pas, mais s'ils arrivent déjà 8e, ça serait pas mal. Juste pour ajouter quelque chose, petite anecdote, quand je disais que c'est un petit peu en préambule la période des tournois, je suis parti en tournoi il y a une dizaine de jours en Bretagne, au tournoi de Gare-les-Dins, un des plus gros tournois du pays, et j'ai joué contre une équipe des États-Unis, Richmond United, et il y avait avec eux, il y avait le coach de Virginie. Exactement. Et il y avait avec eux un coach, et il y avait un référent français qui est là-bas, qui habite là-bas du coup, et qui travaille dans cette académie. Et du coup, c'était le lendemain du premier match de la Coupe du Monde, et j'ai un petit peu demandé l'engouement qu'il y avait aux États-Unis. Et lui, il me disait clairement, qu'à l'heure actuelle, quand on en a parlé, c'était le vendredi, donc le deuxième jour de la Coupe du Monde, il y avait véritablement que les joueurs, que les passionnés de football, il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis, qui étaient vraiment hypés par cette Coupe du Monde. Et vraiment, tout le monde vivait un petit peu comme normalement. Alors que nous, par exemple, en Europe, ou même dans les pays un petit peu qui vivent pour le foot, dès qu'il y a une Coupe du Monde, c'est le pays qui se met en ordre de bataille pour la Coupe du Monde. Et il me disait que là-bas, pas forcément. Alors peut-être que maintenant, j'aurais aimé peut-être avoir une discussion avec lui maintenant pour savoir si vraiment tout le monde un petit peu s'est mis au niveau. Mais rien que d'entendre ces chants derrière sur ce match contre l'Australie, où tout un stade crie
crier USA. Il y a aussi l'aspect très cocardier qui est aux États-Unis. Aussi, exactement, que c'est véritablement les États-Unis, c'est leur pays. S'ils avaient mangé 4-0, il n'y aurait peut-être pas eu le même engouement. Non, après c'est vrai qu'il y a moins cette passion du football. Tu le vois, même les joueurs. En revanche, les joueurs sont contents. Là aux États-Unis, ils font tous des balades. Là, l'équipe de France a eu un moment de repos, à part Mbappé ou 2-3 qui peuvent pas se promener. Enfin, tu vois, la majorité s'est promené dans le jardin. Là, je as vu la vidéo. Voilà, il s'est promené avec le kiné. Il y a personne qui est allé voir. Mais même si tu le filmes avec la caméra, les gens ils savent pas qui sont ces mecs. C'est un peu comme quand le PSG a fait la Coupe du Monde des clubs et les mecs disaient on est trop contents parce que Luis Enrique nous laisse sortir et on n'est pas reconnu dans les rues. Donc il y a aussi pour les joueurs c'est bien peut-être, mais pour les passionnés, il y a moins de passionnés. Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est le sport, le foot, le soccer masculin qui entre guillemets a du mal à prendre, même s'il y a quand même un engouement monstrueux, notamment comme on atteste les audiences. En revanche, il faut savoir aussi aux États-Unis, il y a un sport qui est en pleine extension, c'est le 5. Le foot à 5, il y a des terrains qui se créent de tous les côtés. À New York, ça commence à pulluler de tous les côtés et les mecs, ils se battent pour réserver. Donc en fait, mais c'est vrai que ça vient de là. C'est sûr. Mais après, de toute façon. C'est même triste que c'est pas le football dans les rues, maintenant c'est les fives. Mais si le five veut pas amener la passion du football. Et si pas amener la passion, c'est aussi un bon résultat. Parce que si tu fais les 8e de finale, voire l'écart, surtout qu'en plus ils vont jouer contre le groupe du Mexique ou du Canada, ce qui est pas non plus. Ils ont 3-4, ils ne donnent pas parce qu'il y a 4 groupes qui peuvent trouver 4 mais ils peuvent. Je crois que pour le moment ils ont plutôt un bon tableau. Si tu as le 8e ou l'écart. Pour les États-Unis, oui, mais après ça c'est comme tous les sports, c'est quand même ici en France quand Léon Marchand fait ses exploits aux Jeux Olympiques, t'as eu des tonnes d'inscriptions et quand les frères Lebrun, Lebrun, merci, au tennis de table ont fait leurs exploits, t'as eu les inscriptions, les clubs étaient croulés sous les appels, donc en fait c'est transposable à tous les sports, comme tu dis, ça peut leur servir. Pour terminer sur rapide, vraiment historique, il y a d'ailleurs un film qui est très bien là-dessus qui s'appelle Le match de leur vie, où les États-Unis qui sont allés battre l'Angleterre qui a créé le football en 1950, Coupe du Monde, le match de leur vie. Allez voir ce film qui est pas mal du tout. Pas mal, merci Mero. Sur Netflix, sur le canal, sur quoi tu te débrouilles. Va jusqu'au bout. Va le trouver. Tu trouves un site pirate, tu mets un VPN. Non, commence pas. Attends. C'était bien jusqu'au Kamen. Je t'ai dit qu'il fallait arrêter avant toi. Tu le relances ou pas où? Tu le relances. Tu le télécharges à 2,99 en VOD sur MyCanal. Mais tu le relances. Voilà. Ou sur Prime Vidéo, sur Netflix, sur Disney, ce que tu veux. On l'a rattrapé, les gars. On oublie cette. Voilà, on retire 30 secondes et on remet le direct après. C'est la pause fraîcheur. Attention. Comme pour la Ligue 1, il faut payer 40 balles l'abonnement pour que la brune il en ait plein les poches. Payer pour la brune. Les gars, on fait rapidement la partie 4, le top du top. Parce qu'il me regarde, Julien, il me dit j'ai manqué de vigilance. Non, Julien, ça arrive que 6 fois par émission, c'est pas grave. C'est vrai, c'est la première fois. C'est le mec, il peut pas s'empêcher de mettre la main au panier pour prendre un fruit, tu sais, à l'épicerie. Il prend sa petite pomme, il la met dans la poche. Il dit au mec, désolé, je sais que tous les jours je le fais. Je suis le numéro 10 en fait. Je suis le numéro 10. Faut laisser aussi mon jeu. Faut laisser ma technique, tu vois. Faut laisser ma technique parler. C'est un peu trop de liberté quand même. Tu sais, le numéro 6 ou 4, je dirais des fois. Peut-être à la prison aussi. Le top aujourd'hui, on va parler des équipes qui ont performé dans ce mondial. Pour vous, quel est le favori qui a le mieux réussi sa compétition? Le top du mondial, pour moi en termes d'équipe, comprendre toutes les équipes, je dirais, pour moi, le Cap-Vert m'a bouleversé sur cette compétition. Encore une fois, un magnifique match contre l'Uruguay, pressing haut, etc. Mais si on parle des favoris, qui pour l'instant vous a le plus impressionné? Par exemple, l'Allemagne, elle est un petit peu été en difficulté face à la Côte d'Ivoire, mais au final on sent que c'est un collectif costaud. On sent que c'est un collectif costaud. Il y a l'Espagne qui a fait un très bon deuxième match. L'équipe de France qu'on verra dans quelques heures à 23h face à l'Irak. Même si le juge de paix, ça restera quand même la Norvège. Oui. Plus que le Sénégal. Plus que le Sénégal ou l'Irak que vous comptez pas. Sûr. Voilà, quel train arrive à l'heure, voire plus que ça, parmi peut-être remettre les États-Unis, on en a longuement parlé, mais par défaut, les États-Unis, tu t'attendais pas à ce qu'ils soient favoris. Les favoris, on va faire une poignée, c'est qui? L'Espagne, l'Allemagne, la France. Pour l'Espagne. Pour toi c'est l'Espagne, mais quand on va énumérer les favoris, après on va se dire qu'il y a le mieux réussi, l'Espagne, l'Allemagne, l'équipe de France. C'est qui après les favoris? Moi j'en ai un de favoris. Vas-y. L'Angleterre.
Moi, pour moi, ils vont gagner pour moi. Ça, c'est un autre débat, mais pour moi, ils vont gagner. Pour moi, c'est l'équipe qui m'a la plus impressionné. Voilà, sur ce début. Alors, vous allez me dire, c'est la Croatie, ils sont en fin de cycle. Ah ouais, voilà. Modric, il a 68 ans, tu vois. Ils sont en fin de cycle. Mais voilà, c'est pour moi, l'effectif. Et même la manière dont Thomas Tuchel fait jouer cette équipe, pour moi, c'est l'équipe qui, pour moi, a le potentiel pour aller au bout. Effectif qui a beaucoup été critiqué, sélection qui a beaucoup été critiqué, avec Foden qui n'est pas dans la liste. Exactement. Il a eu des Maguire, l'éternel. Maguire, il est à New York, Maguire. Je sais pas si vous avez vu une vidéo. Il a vendu des images Panini. C'est des images. C'est exactement. Mais t'as pas le droit de citer la marque, c'est pour ça. J'ai manqué de vigilance. Maguire, c'est magnifique. Non, mais voilà, il a quand même fait des choix très forts sur cette sélection. Pour le moment, il a mis Saka sur le banc. C'est le favori qui a fait son meilleur match. Pour moi, oui. Je pense que l'Angleterre est surcotée depuis mais 2018. Ils ont eu que de la chance d'avoir les groupes du Commonwealth. Il était pas sélectionneur en 2018. Non, bien sûr. Là, sur ce tour, réponds à ma question. Commence pas à la mener. Non, ils sont pas favoris. J'irai pas. Ils sont pas. Non, mais je suis le premier à vouloir que ça débatte. Mais là, ils ont eu depuis 2018 des groupes du Tourelle, Commonwealth. D'accord, mais Gareth Southgate, qui était une escroquerie finie. Ils ont eu que du Commonwealth. Ils ont eu l'Angleterre. Le Brexit aussi. Ouais, non. Attends, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire retour. Non, mais tu rigoles, ils avaient l'Angleterre. On va faire l'émission. La Belgique aussi. On va faire l'émission d'il y a 4 ans. On va reparler des équipes et tout. Non, mais. Ah, mais oui, mais moi je veux que tu me répondes à ma question. Là, ils sont pas favoris. Des favoris. Pas favoris carrément. Ils sont pas favoris. Non, mais des favoris. Tu as 8 favoris, toi, dans la compétition? Moi j'en ai 3, 4. Oui, 3, 4. C'est plus favoris, c'est Bigot là. Désolé, punaise, pardon pour ceux qui nous suivent. 3, 4. Attends, on est des mal. L'Argentine, le Brésil. Bigot, toi. Non. Ben non. Pour moi, je mets l'Angleterre au-dessus du Brésil et de l'Argentine. Mais le Brésil, c'est pas bon. On oublie le Brésil, l'Argentine. Bah ouais, moi je les mets au-dessus. Non, mais qui a fait son premier match? Tu m'as dit l'Angleterre, t'es resté sur ça. L'Argentine face à l'Algérie. Ils ont été très bons. Très très bons. Mais tu mets l'Angleterre au-dessus. Mais je mets l'Angleterre au-dessus. J'attends ta réponse, tu me dis si on peut l'avoir. Je dois mettre qui au-dessus de qui en fait? Quel est le favori qui a fait le meilleur match, qui t'a le plus impressionné? Non, mais c'est l'Espagne, mais qui fait 0-0. Attendez, vous je l'ai enfermé. Ça fait 10 fois que je me dis c'est l'Espagne, tu me dis du premier match, ils ont fait 0-0, je vais pas te dire. Mais c'est la question. Excusez-moi de poser des questions. Mais je reste sur l'Espagne après. Pour toi, l'Espagne, c'est le favori qui a le mieux réussi son tournoi. Non, mais qui a le mieux réussi son tournoi des favoris? Oh my god. Mais c'est l'Allemagne, ils en ont mis 7 si tu veux, voilà, c'est l'Allemagne. Non, mais je veux rien, moi je veux juste une question simple. Quand tu prends les favoris. Ta question, elle est capillotractée. Elle est des mauvaises fois. Ça là, tu devais la sortir, non? La capillotractée? Non, même pas. Mais attends, moi je te parle des favoris qui. Mais mon favori n'a pas réussi le mieux sur. C'est la France. Mais c'est pas mon problème. Oui, mais mon favori n'a pas réussi. C'est la France. Ah non, mais c'est exceptionnel. Pour le sauver un peu. C'est la France ou pas? La France, quelqu'un me taper le champion. On va pas dire champion d'Afrique parce que je vais me faire des ennemis. Il y a de on est suspendu. Sur le terrain. Non, on attend la décision. Non, mais alors là, pour te défendre un petit peu, c'est sûr que, et je le disais tout à l'heure en off, les équipes qui vont se retrouver le plus loin, la moitié du deuxième tour, c'est peut-être les premiers matchs, ils vont monter un petit peu crescendo. Mais c'est ça, ils ont pas envie de jouer contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, mais bon, après les matchs, Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu l'aimes? Arrête, il y en a quelques-uns qui nous écoutent. S'il te plaît. Il y a personne de Papouasie-Nouvelle-Guinée ici. C'est dans le large du. Attends, c'est pas. Mais pour toi, donc c'est qui l'Allemagne? Non, en réalité, la France. La France, parce que tu. Il y a eu quel match? C'est dommage, mais bon, c'est pas pour le coup, c'est vraiment pas contre eux, mais ils ont fait quel match? Mais donc, du coup, la France a fait son. Ce qui m'a rassuré de la France, c'est que la France n'a pas été top du tout, et c'est une euphémisme de dire ça en première mi-temps. Et la réalité, c'est que c'est en seconde, quand tu as fait 2-3 ajustements, tu te rends compte que le niveau individuel des joueurs, il est au-dessus. Après, c'est sur le collectif, qui s'entend. De dire, tu vois, de dire, en fait, il est en train de te dire. En fait, ils n'ont pas été si ouf que ça, mais quand ils ont bien géré le premier match. Ils ont bien géré le premier. Et après, si tu regardes tous les premiers matchs, j'entends gérer, que tu dis gérer, c'est au sens propre, figuré, parce que ils ont bien géré le premier match. Ils ont bien joué le. C'est pas bon, tu gagnes, tu as géré. Voilà, c'est ça. C'est pas gérer avoir la possession pendant une demi-heure. Gérer pour moi, c'est que l'événement. Ils ont géré l'événement. Ah d'accord, parce que pour moi, gérer, c'est que t'as tellement de marge que tu peux un peu. Non. C'est pas gérer comme ça. Non, mais vraiment, j'essaie de me rapprocher. Il y a plusieurs sens de la polysémie du mot gérer, mais c'est pour ça que ils ont géré l'événement, même Didier Deschamps l'a dit après le match, il y a certains qui étaient un petit peu crispés. Doué, je pense que c'est parti de ces joueurs-là qui étaient un petit peu crispés. Dès qu'ils ont mis le premier but, après tu les as sentis qu'ils étaient en pleine confiance. Mais aussi également, quand on regarde toutes les nations et les favoris, il n'y a aucune équipe, aucune nation que tu te dis cette équipe elle va aller au bout. Pourquoi? Parce que
toutes les équipes. Il n'y a personne qui saute aux yeux. Non, mais et toutes les équipes ont des largesses. Tu prends la France sur les côtés et Mike Maignan, tu te poses des questions. Tu prends l'Espagne derrière, c'est pas l'assurance Mike Maignan en ce moment, pas sur son niveau intrinsèque. Sur la saison. Ouais, la saison au Milan. C'est pour ça que d'avoir Lucas Digne titulaire à non, gauche, mais c'est pour ça que tu prends l'Allemagne. L'Allemagne qui a souffert contre la Côte d'Ivoire. L'Angleterre qui a pris 2 buts contre une pauvre équipe de Croatie. L'Argentine qui, heureusement, qu'ils ont le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi. Mais sinon, après, tu n'as aucune équipe, tu te dis, ah ouais, celle-là. Wow. Moi, celle qui m'a le plus rassuré, je t'avoue qu'il y en a 2, c'est Angleterre quand même. Et même s'ils se font rejoindre à chaque fois, tu vois qu'ils ont de la marge. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'animation, les permutations. Mais tu te dis, cette équipe, elle est friable quand même. Après, ce que j'ai aimé, ce qui marche, c'est une chose différente. Mais, mais après, si tu dis ça, l'Algérie, le premier match. Et quoique l'Algérie, je trouve je trouve leur match, c'est presque un non-match. Mais l'Algérie, je trouve que c'est la faillite individuelle. Pour moi, je vais me faire des ennemis. Tout le monde. Non, pour moi, tout le monde. Non, mais l'Algérie, il y a un cru générationnel, il y a un sélectionneur qui est à côté, on est d'accord sur ça. Mais le match, des fois, tu fais pas un très bon match, mais si t'as pas de grosses erreurs individuelles, t'as pas trop de zéro. Parce que là, tu as quand même la réalité, déjà de. Après, là, les supporters algériens sont moins, à part la ferveur, je parle avec beaucoup de supporters algériens qui me disent que c'est pas la plus grande génération qu'on a eu. Déjà l'équipe est surcôté. Non, mais tu vois, t'as Mahrez qui sur la pente descendante, t'as un gardien qui. Non, mais justement, il faut être un grand gardien. Ça te faire un ennemi, mais le foot, quand tu joues à 10, c'est défenseur central, Aïssa Mandi en défense centrale. C'est pas l'assurance tout risque également. Mahrez, c'est. On n'a pas parlé du Maroc en favori. C'est vrai. Tu le mets en favori? Non, en outsider. Je pense qu'ils sont vraiment dans la case en dessous. On fera ce débat la semaine prochaine. Bravo. Voilà, le débat des outsiders. Favori, en tout cas, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi vif que ça. Je pensais que ça allait être un débat tranquille. Ouais, moi je donne mon favori. Le problème, c'est le favori qui a bien réussi son match. C'est pas question. Mais si mon favori n'a pas réussi son match, comment tu fais? C'est plus favori. Je vais pas changer d'avis pour vous faire plaisir. Comme dirait l'autre, dans le football, il y a des matchs. Dans le foot, il y a des matchs et qu'il faut les regarder. Il faut les regarder. Voilà. Et pour l'instant, on les regarde. Les regarder. Merci les gars d'avoir été avec moi pour cette émission. Franchement, bravo, parce que c'était incroyable en termes de rythme, en termes de tout. On s'est régalé. Un plaisir. On a l'impression de. On se connaît, nous trois. Alors, je m'appelle Julien quand même. Au passage, on se connaît, mais. Julien Holzer qui est avec nous, journaliste en freelance. Enzo Buonalana, joueur de tennis à 16 heures perdues. Et très grand monsieur et journaliste de Maritima, monsieur Enzo Buonalana. Un régal pour ta première, tu m'as fait kiffer, Enzo. Ah bah merci. Moi aussi j'ai kiffé, je me suis régalé. Les gars, on se voit quand? La semaine prochaine peut-être? Pas moi malheureusement. Au téléphone à la limite. Allez au téléphone, tu nous appelleras. N'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. N'hésitez pas sur... Continue, j'aime bien, ça me fait le fond avec la musique du générique. Patrick évidemment, on l'embrasse, le patron de la radio. C'est le droit d'auteur, tu vas nous faire sauter YouTube toi. Ne mets pas Shakira toi. Mais nous le générique, balance-nous le générique de fin d'émission. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux de l'Instant N. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. On se retrouve dans une semaine. On se retrouve pour la Coupe du Monde.